Merci, Georgia. Bonjour à tous et à toutes dans la LENAC Jam. Je vous souhaite la bienvenue à ce panel Invest in Sénégal et que je pourrais renommer Investir au pays de la Teranga. Je suis Josiane Kwenda, représentante pays d'AFC au Sénégal. Je suis ravie d'être la modératrice de ce panel consacré aux opportunités d'investissement au Sénégal. Et je pense être assez bien placée pour modérer ce panel, me considérant sénégalaise d'adoption. Pour anecdote, j'y ai vécu de très nombreuses années, de 2009 à 2015. Je suis partie au Cameroun et je pense que le Sénégal m'a tellement manqué que j'y suis revenue. Donc voilà, je me considère chez moi et je suis vraiment ravie d'être en compagnie de nos panélistes. Je voudrais peut-être commencer par citer quelques éléments de contexte sur notre sujet du jour. Alors, avec une contraction du PIB de l'ordre de 0,7%, la pandémie de COVID-19 a considérablement pesé sur les perspectives de croissance du Sénégal. À l'heure où la reprise s'annonce timorée, l'augmentation significative de l'investissement privé est essentielle pour accroître la création de valeur et soutenir la croissance des exportations de la deuxième plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest francophone. Secteur prioritaire, climat des affaires, cadre juridique et fiscal, projet PPP ou encore politique d'investissement. Nous décrypterons en détail l'ambitieux plan Sénégal émergent, puis nous discuterons des moyens mis en œuvre par le pays pour se positionner comme une destination de choix aux yeux des investisseurs. Alors à cet effet, j'ai l'honneur d'avoir un panel prestigieux composé de personnalités influentes du gouvernement et du monde des affaires au Sénégal. Son Excellence, M. Amadou Hott, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, bonjour Josiane. Bonjour tout le monde. Monsieur Muntagassi, directeur général de l'APIX, l'Agence de promotion des investissements. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, bonjour tout le monde. Madame Anna Giros, directrice générale adjointe du groupe Suez. Bonjour, Madame Giros. Bonjour, bonjour à tous. Monsieur Saïd Yalou, directeur général d'Ecobank Sénégal. Bonjour à vous, monsieur Yalou. Bonjour Josiane, bonjour tout le monde. Monsieur Baïdi Agne, président du Conseil national du patronat du Sénégal. Bonjour, président. Oui, bonjour Josiane. Je note seulement aussi que je n'ai pas entendu la moitié de ce que vous dites. Donc, je ne sais pas si ce n'est que moi ou si c'est tout le monde. Ah, ça, c'est un bon point. Donc, est-ce que les autres m'ont entendu? Josiane, nous vous entendons, mais il y a des échos. Ah, peut-être parce que... Alors, on va essayer de mettre ceux qui ne parlent pas en mute. Vous m'entendez mieux? Oui, beaucoup mieux de mon côté. Président, vous m'entendez aussi maintenant? Là, oui. Okay. Donc, alors peut-être que quand les gens ont le micro activé, on ne s'entend pas. Donc, désolé. Mais bienvenue à vous, Président. Merci. Ensuite, on a M. Pierre Maspoli, donc responsable du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie et de la Guinée pour Proparco. Bienvenue à vous, M. Maspoli. Merci Josiane, bonjour à tous. Alors, je vais juste rappeler quelques règles de bienséance. Comme indiqué tout à l'heure, je vous recommanderais de maintenir votre micro fermé et de ne l'activer que quand on vous donnera la parole. Ça permettra d'éviter justement toutes les interférences auxquelles nous pourrions faire face. Alors, quelques éléments pratiques. Donc, Son Excellence, M. Amadou Hott, posera le cadre de discussion avec une allocution. Ensuite, nous ouvrirons le débat avec nos prestigieux panélistes. Nous conclurons ensuite nos échanges par le focus sectoriel et il sera donc possible pour nos panélistes de réagir au débat sectoriel. Sans plus attendre, je vous propose de démarrer le keynote speech de Son Excellence, M. Amadou Hott. À vous, Monsieur le ministre. Merci, Josiane. Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur le
président du CNP, cher Baïdiagne, mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais vous exprimer tout le plaisir que je nourris à prendre part à cet important événement. Devenu une plateforme offrant l'opportunité d'un dialogue entre décideurs publics et leaders du monde des affaires. Je voudrais à cet égard remercier les organisateurs d'avoir fait d'Africa CEO Forum un rendez-vous annuel incontournable. Je me réjouis que les sessions Invest In de la présente édition fassent le focus sur notre pays. Cela nous offre l'opportunité de jeter un regard sur notre trajectoire avant Covid-19, de partager nos politiques de résilience durant la crise et de se projeter sur les perspectives économiques de notre pays. S'agissant de notre trajectoire avant Covid-19, il est important de rappeler qu'avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le Sénégal a engagé un processus de rattrapage infrastructurel afin d'élargir les bases productives. Cette dynamique a été soutenue par des réformes dans plusieurs secteurs d'activité afin d'améliorer l'environnement des affaires en vue de pouvoir accueillir plus d'investissements privés. Ces réformes ont notamment permis de réduire le délai et coûts de délivrance d'actes administratifs dans les domaines de la création d'entreprises, du transfert de propriété, de l'octroi du permis de construire, de la justice commerciale, du paiement des taxes et de l'accès à l'électricité. Je pourrais également citer la mise en place d'un cadre juridique et fiscal pour le développement des zones économiques spéciales, les GES. Des résultats importants ont été obtenus avec un taux de croissance de 6,6% en moyenne sur la période 2014-2018 et un doublement des investissements directs étrangers. Nous avons entamé la deuxième phase du PSE en 2019 avec la même dynamique et plus d'ambition pour le secteur privé afin de consolider la croissance. La pandémie de la COVID-19 est survenue subitement pour perturber cette dynamique. Cette crise a augmenté nos besoins en faisant naître de nouveaux enjeux de souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique, ainsi que de transformation numérique pour une économie plus productive. Avec son caractère multidimensionnel, le gouvernement a compris que tous ces efforts de développement risquent d'être anéantis sans réponse innovante pour renforcer la résilience. Il a ainsi réagi à la hauteur du choc en mettant en place le programme de résilience économique et sociale financé par le Fonds Force Covid-19 doté de 1 000 milliards de francs CFA, soit 7% du PIB. Le programme de résilience économique et sociale et les performances du secteur agricole ont permis au Sénégal d'éviter la récession et d'obtenir une croissance du PIB en 2020 de 1,5%. Le gouvernement a également compris que pour rétablir notre trajectoire de croissance initiale, nous devons concilier résilience et relance rapide de notre économie en faisant plus et mieux. Nous avons ainsi amorcé la phase de relance par un ajustement du plan d'action prioritaire, devenu maintenant plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, ou PAP2A. Le PAP2A est un portefeuille de projets, un package de réformes et une panoplie de mécanismes de financement innovants. Il annonce la volonté de poursuivre les réformes dans les différents secteurs et confirme le rôle central du secteur privé dans la création de richesses en lui réservant 39% des projets. Il matérialise également la nécessité de mettre en place des mécanismes innovants pour attirer les investissements privés. C'est dans ce contexte de réforme et d'innovation que notre pays a fait le choix d'un cadre juridique rénové
des partenariats publics-privés. Un cadre flexible et transparent permettant d'obtenir des PPP de qualité en mode fast-track. Tout ce dispositif juridique est soutenu par des mécanismes innovants, parmi lesquels le programme de préparation de projets pour préparer des projets bancables dédiés au secteur privé. Avec de tels mécanismes, les institutions de financement pourraient davantage aider le secteur privé à investir plus et mieux. Grâce au leadership du président de la République, son Excellence Macky Sall, nous allons poursuivre les réformes pour promouvoir l'initiative privée. Qu'il s'agisse du PREAC 3, qu'il s'agisse des réformes du Compact with Africa relatives au foncier, à la législation du travail, à la formation professionnelle et au financement des PME de la stratégie nationale de développement du secteur privé, du lab sur la relance de l'industrie pharmaceutique, pour ne citer que cela. Je pourrais également citer les réformes du PREAC 3 dirigées par l'APIX, qui ambitionne de transformer le doing business au Sénégal, même si le rapport de la Banque mondiale est désormais arrêté. Le Sénégal poursuivra les réformes pour faciliter l'environnement des affaires, pour l'améliorer drastiquement au Sénégal. Ranking ou pas, nous poursuivons nos réformes. Cet environnement des affaires propice permet aujourd'hui au Sénégal de se positionner comme hub sous-régional pour la production de vaccins anti-Covid avec le projet Madiba porté par l'Institut Pasteur de Dakar. Un projet emblématique qui a suscité l'intérêt de tous les prêteurs de la communauté internationale, de tous les bailleurs. D'un montant d'environ 200 millions de dollars, l'unité en cours de construction a pour objectif, dans sa première phase, la production de 300 millions de vaccins par an à partir de 2022. Je saisis l'occasion pour remercier et féliciter la Société financière internationale, la SFI, pour le rôle majeur qu'elle joue dans ce projet et en mode fast-track. Pour finir, je voudrais rappeler que pour une relance réussie de nos économies, nous devons mobiliser plus de ressources et d'investissements privés. Le Sénégal a fortement défendu cette position lors du sommet de Paris sur le financement des économies africaines, qui a pris des décisions fortes en termes d'allocation de droits de tirage spéciaux et de mise en place d'une alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique. Une telle alliance, soutenue par la mise en place de mécanismes innovants pour un effet de levier des droits de tirage spéciaux, permettra de mobiliser plus d'investissements privés pour renouer avec une croissance durable et créatrice d'emplois. Au Sénégal, il nous est permis d'être optimistes au regard du taux de croissance de 5% projeté en 2021. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le ministre Georgiev, pour cette intervention. Je sais que vous avez un agenda très chargé, mais je vais peut-être me permettre de vous poser une petite question avant de vous laisser partir, si cela vous convient. Oui, Josiane. Je voudrais juste rebondir un peu sur votre allocution. Vous avez fait référence à des points clés. Vous avez parlé de la souveraineté alimentaire, de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Et vous avez aussi mentionné votre programme de préparation des projets. Si vous aviez un ou deux conseils immédiats à donner à tout investisseur potentiel qui nous écoute aujourd'hui, quels seraient vraiment les quels seraient le ou les deux conseils prioritaires que vous leur donneriez pour s'assurer que leur expérience au Sénégal est bien vécue? Merci Josiane pour cette question. Elle me permet d'aborder très rapidement le travail important que l'APIX et tous les autres services de l'État sont en train de faire pour promouvoir les zones économiques spéciales au Sénégal. Et cela fera l'objet d'ailleurs d'un conseil présidentiel. Je suis sûr que le DG de l'APIX y reviendra, parce que ces zones économiques spéciales, les parcs industriels, nous permettront d'accueillir des investisseurs qui ont un savoir-faire, qui ont des capitaux à investir
pour produire et servir en partie le marché local, mais surtout le marché sous-régional et le marché international, en créant des emplois au Sénégal. Le deuxième point, c'est vraiment de se familiariser avec le nouveau cadre des partenariats publics-privés au Sénégal, qui permet aux investisseurs vraiment de travailler en toute quiétude avec un cadre simplifié, flexible et qui permet d'aller très vite avec un programme de préparation de projets importants, avec une unité qui sera là pour appuyer les autorités contractantes pour signer, pour finaliser des contrats de partenariat public-privé équitables et qui sont gagnants-gagnants et qui permettront à l'investisseur d'avoir une rentabilité donc raisonnable et à l'État aussi d'avoir un service public sans s'endetter, donc sans augmenter son niveau d'endettement. Les décrets d'application le décret a déjà été pris par M. le Président de la République. Il nous reste que quelques arrêtés à prendre avec mes collègues pour qu'on dise que le système est prêt, top go, le Sénégal est prêt pour plus de partenariats public-privé, plus que jamais. Merci. Je redis encore, Monsieur le ministre, comme vous venez de le dire, Sénégal is open for business. Je voudrais juste, si vous permettez, Josiane, de préciser que le cadre suggère fortement, en fait réglemente, je dirais, le partenariat avec notre secteur privé local. Le président Baïdiane, je suis sûr, il reviendra. Et le cadre nous permet d'avoir un partenariat équitable et le cadre nous permet de faire jouer notre secteur privé également un rôle important parce qu'il faut créer des champions en Afrique, il faut créer de la valeur en Afrique, il faut qu'une partie de cette valeur donc, reste au Sénégal, reste en Afrique également. Merci. Merci encore, Monsieur le ministre. Je vous rassure que ces points-là, nous y reviendrons. Il est important, évidemment, de tenir compte de ce qu'on appelle le local content. Donc, nous assurons de les aborder aussi bien avec Monsieur Sy qu'avec le président Agne. Je vous remercie encore, Monsieur le ministre. Nous savons que vous avez un agenda très chargé. Merci en tout cas pour votre disponibilité aujourd'hui et à très bientôt. Merci, Josiane. Merci. À bientôt. Et bon panel également. Merci. Merci beaucoup. Nous pouvons donc passer au panel. Donc, je vais commencer par vous, Monsieur Sy. On vient d'écouter l'allocution du ministre Hott. Je voudrais peut-être, faisant suite à ce qui a été dit, vous demander par quels moyens la PIX s'entend-elle à faire du Sénégal une destination de choix pour les investisseurs? Et quels sont les atouts du Sénégal? Merci, merci Madame. Comme l'a dit Monsieur le ministre tout à l'heure, nous nous réjouissons de participer encore une fois cette année sous un modèle distanciel à l'événement du CEO Forum que nous considérons comme un rendez-vous phare pour les investisseurs et une réelle opportunité pour nous de mettre à jour au monde de l'investissement les efforts du Sénégal dans la promotion des investissements directs étrangers et des investissements privés tout court. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Donc, nous sommes portés par une vision. Donc, c'est le plan Sénégal émergent porté par son excellence le président Macky Sall. Vision qui a un véhicule qui s'appelle le plan d'action prioritaire sur un horizon de 5 ans. Le premier PAP, donc le premier plan d'action prioritaire, a donné ses résultats. Le ministre en a parlé tout à l'heure, par un dédoublement des investissements privés d'une part et quasiment une multiplication par 4 du taux de croissance du PIB, qui est passé de 1,8 à quasiment 7,2%. La pandémie étant passée, le Sénégal s'est réajusté. Par rapport au plan d'action prioritaire numéro 2, c'est là où je vais expliquer ce que nous faisons de manière opérationnelle pour pouvoir parler aux investisseurs à travers un caddie de réformes et aussi un portefeuille de projets attractifs. Le PAP 2A, comme l'a indiqué le ministre, c'est un plan d'action prioritaire ajusté au sens d'un portefeuille de réformes. Nous avons lancé 16 chantiers de réformes.
des réformes structurelles concrètes pour le secteur privé. Et la première réforme, c'est la mise à disposition d'un fonds d'amorçage des projets. Il est important, quand on est dans une dynamique de fast-track, les phases initiales de projet de conception, d'initiation, d'amorçage, qu'on puisse les raccourcir, mais aussi investir de l'argent sur ces étapes-là afin de réussir la phase de conception et d'initialisation des projets. C'est la première réforme. La deuxième réforme porte sur le fonds d'appui du secteur privé. L'État du Sénégal s'est placé comme étant un partenaire réel qui veut servir de moteur pour pouvoir accompagner son secteur privé dans une dynamique de partenariat. Un fonds de l'ordre de 350 milliards de francs CFA a été mis à disposition pour accompagner notre secteur privé. Nous savons aussi qu'il y a un véhicule majeur, c'est l'aménagement des zones économiques spéciales, qui consacre la meilleure façon d'aller vers des investissements privés XXL. Nous avons travaillé sur les réformes textes pour les zones économiques spéciales, identifié les assiettes foncières nécessaires pour pouvoir attirer les investissements, et nous avons aussi mis en place une administration dédiée à l'APIX qui consacre le conseil, l'accompagnement, la délivrance des actes administratifs pour les investisseurs dans les S. Ça, c'était la deuxième grande réforme du package. La quatrième, c'est la loi sur les partenariats publics-privés. Sur la première séquence du PSE, le PAP 1, le plan d'action prioritaire, la première séquence, donc de 2014 à 2018, le Sénégal a consacré des efforts sur les investissements publics pour absorber le retard infrastructurel du pays. La plateforme nécessaire à l'amorçage de l'investissement étant terminée, le Sénégal, dans son PAP 2A, annonce une invite forte du secteur privé à travers la loi PPP, pour laquelle les décrets ont été déjà paraphés pour pouvoir tirer les investissements privés. Ce sont les 4 grosses réformes qui initient l'attractivité du Sénégal, comme vous dites tout à l'heure, comment nous précédons. Il y a une autre couche de 4 autres réformes, c'est la rénovation du Code des investissements. Nous avons un Code des investissements qui est adossé au Code des impôts, au Code des douanes et des impôts et domaines, qui vient être rénové pour s'adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles préoccupations du secteur privé, parce que ce code date de 2004. Il est en cours de rénovation et de toilettage en relation avec le secteur privé local et les partenaires techniques et financiers pour pouvoir se doter d'une offre d'incitation fiscale adaptée aux besoins actuels du secteur privé, parce que le paradigme a changé depuis l'année dernière sur la façon d'amorcer le projet, la façon de bouger dans le business. La 6e réforme, c'est la justice commerciale. Nous avons lancé une réforme de justice commerciale pour protéger davantage les investisseurs et se positionner comme le pays le plus attractif en matière de protection des investisseurs. D'ailleurs, dans le classement Doing Business de 2019, parce qu'il n'y en a pas eu en 2020, et certainement il n'y en aura plus, le Sénégal a gagné plus de 45 positions dans la dimension de la protection des investisseurs, qui était un des indicateurs, avec la mise en place de tribunaux de commerce, avec aussi la mise en place de commissions de conciliation en cas de conflits commerciaux. Nous avons, ça c'était la 6e réforme, nous avons aussi initié une adaptation et adéquation par rapport aux priorités qu'impose la COVID-19. Nous avons lancé des programmes prioritaires dans le domaine de la santé et de la pharmacie pour consacrer définitivement la souveraineté sanitaire de notre pays. Monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure dans le domaine de la fabrication des vaccins, mais aussi la fabrication des instruments de protection contre la COVID-19, mais aussi le développement des IT afin qu'on puisse développer avec beaucoup plus d'efficacité et de productivité un business en distanciel en faisant la promotion donc, des startups. D'accord. Et la 8e réforme, c'est la dématérialisation des procédures administratives
mais tout ceci dans le cadre de nous adapter avec le PAP 2A. Je vais aller très vite, ça seront les 8 réformes, mais aussi, le ministre en a parlé tout à l'heure, la promotion, la protection sociale, le contenu local dans les accords avec les partenariats publics-privés, avec les grandes références, afin d'impliquer notre secteur privé. La commande publique, la structuration de l'informel, afin de tirer plus ceux qui s'activent dans d'autres canaux et dans d'autres tiroirs dans le secteur formel. Pour préciser, nous avons retenu 5 secteurs clés. Ces secteurs clés, c'est dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique. Nous avons un portefeuille de 80 projets figés qui portent sur un montant de 1069 milliards de francs CFA pour des investisseurs intéressés dans le domaine de la santé et de la pharmacie. Nous avons mis à disposition pour à peu près 800 milliards de francs CFA dans le domaine du développement des services et des technologies de l'information et de la communication. Mais mieux, au niveau de l'industrie, parce qu'il faut aussi consacrer le développement de l'industrie locale en consacrant aussi la souveraineté en la matière, avec 787 milliards de francs CFA pour des projets dans le domaine de l'industrie, avec les domaines industriels et les zones économiques spéciales. Nous avons travaillé aussi sur le tourisme. Monsieur Si, je voulais en fait, avant de revenir sur les secteurs prioritaires, je voulais un peu rebondir sur d'autres panélistes et justement, je voulais après revenir vers vous. Donc, avec votre permission, s'il vous plaît, je vais passer à quelqu'un avant de repasser, je vais passer à un autre des panélistes avant de revenir sur vous sur les secteurs porteurs parce que je voulais justement faire le lien avec ce qu'ils ont vécu. Donc, vous avez bien compris que le CADI est intéressant et attractif. Tout à fait. Et c'est pour ça que je veux qu'on revienne. Chantier de réforme. C'est pour ça que je veux qu'on revienne vers vous très vite parce que justement, je voudrais pouvoir avoir justement cette perspective de l'investisseur privé. Je vais d'abord passer, je vais aller vers vous, Madame Giros. Alors, vous qui venez de renforcer votre présence sur le marché sénégalais avec Seno, pouvez-vous nous parler justement de votre expérience en tant qu'opérateur privé international au Sénégal, notamment sur la base de tout ce qu'on vient d'entendre, aussi bien de Monsieur le ministre que de Monsieur Si. Merci pour l'invitation à participer à ces forums dynamiques et pour pouvoir présenter notre expérience dans un cadre PPP qu'on a démarré cette année au Sénégal et que j'espère va illustrer bien les propos de Monsieur le ministre et des restes des panélistes. Donc, Suez, on est un des leaders mondiaux de l'environnement, dans l'eau, dans les déchets. Et en Afrique, on est présent depuis plus de 70 ans, avec la vraie volonté d'accompagner le développement et la gestion intelligente des ressources, autant au niveau pays qu'au niveau des villes. Et on voit que l'Afrique, au sens large, il y a quelques éléments assez flagrants avec les développements un peu démographiques accrus qu'il y a dans tous les pays, les développements économiques et l'urbanisation. On voit qu'une de toutes les 4 personnes n'a pas un accès à l'eau, à une eau de qualité courante à la maison. En parallèle, on voit que dans les 25 ans à venir, il faudra multiplier par 4 la ressource d'eau et par 2, on multipliera la partie production des déchets. Ces déchets vont aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, 80% dans des décharges non contrôlées, donc avec tous les problèmes d'aquifères, tous les problèmes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans ces contextes-là, le Sénégal reste un pays dynamique, un pays positif, un pays avec une stabilité politique et une dynamique de développement économique très important qui est relié par les 8 chantiers du plan Sénégal émergent que votre administration a mis en place de façon très engagée. Suez au Sénégal, on est au Sénégal depuis 40 ans. On a réalisé et on a eu la confiance des Sénégalais pour construire les usines de production d'eau qui alimentent Dakar et les grandes villes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec l'explosion démographique de 16 millions d'habitants, on va passer très très vite à 25 millions en 2025 et ensuite à 40 millions en 2050. Les infrastructures doivent suivre, mais il doit y avoir aussi une excellence dans la partie services et dans l'efficacité des services et la résilience des villes, parce que l'impact du changement climatique fait qu'on doit travailler dans la partie résilience business, mais aussi dans la résilience des villes en elles-mêmes.
Dans cette optique, on a signé en 2019 et on a mis en place en 2020 un grand contrat majeur d'investissement et de collaboration publique-privée avec l'État du Sénégal pour la production et distribution d'eau potable à 7 millions de Sénégalais, dans des zones sûrement plutôt urbaines et périurbaines. Donc, ces contrats de PPP a une valeur estimée de 2 milliards d'euros avec une durée long terme. Et je reviendrai sur le long terme parce que c'est une des clés pour moi de la réussite des PPP, en plus du cadre législatif dont vous avez fait forte mention. Donc, une vision très long terme, un partenariat publico-privé où Suez, en tant qu'entreprise, investit 45%, les 50% du reste du capital est sénégalais, une partie publique, une partie privée et une partie salariale, parce que nos employés de Seno vont participer à l'auteur de 10-11% aussi à cette aventure PPP. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui nous engage davantage et qui engage nos équipes au Sénégal. Et l'objectif est de préparer et de moderniser les systèmes de distribution et de la maintenance d'infrastructures en permettant de les digitaliser, améliorer l'empreinte carbone et passer à une dimension un peu différente de ce qui était fait jusqu'alors. Donc, ces contrats pour Suez, en plus d'un exemple PPP international très réussi, et représente une aventure industrielle, mais aussi une aventure humaine. Donc, on a engagé 1200 collaborateurs. On a intégré ces collaborateurs avec notre réseau technique international. On a un état d'esprit très partenarial avec les gouvernements sénégalais et un dialogue permanent avec les différentes parties prenantes, donc toutes les gens que de près ou de loin sont auprès des infrastructures de l'eau et nos clients à qui on délivre de l'eau tous les jours. Donc, pour nous, ces projets, c'est une excellence pour le Sénégal en tant qu'opération, mais aussi représente un hub et une référence très importante pour l'Afrique et pour Suez côté mondial. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention, Madame Géros. Du coup, je vais passer à vous, Monsieur le Président Baïdy Agne. On vient d'entendre donc Madame Géros en tant qu'investisseur, on va peut-être appeler ça donc investisseur international, donc qui parle un peu justement des perspectives de développement économique, du confort qu'un investisseur a de connaître la stabilité justement de l'environnement des affaires au Sénégal. Je voudrais, vous, en tant qu'investisseur, vous êtes non seulement investisseur, mais vous êtes aussi président du patronat. Alors vous, en tant qu'investisseur, pouvez-vous nous faire une cartographie du secteur privé sénégalais et nous dire quel a été l'impact de la COVID, vous qui êtes donc en contact avec la plupart des investisseurs. Et je vais peut-être rappeler à chaque panéliste que vous avez 3 minutes pour répondre. Il faudrait désactiver le micro. Il n'est pas désactivé. Vous m'entendez, Monsieur Agne? Oui, là, je vous entends et je suis désactivé. Parfait. Ben, je vous remercie, Josiane. Bien sûr, je remercie Ecobank et Jeune Afrique en même temps d'avoir organisé cette séance qui, de fait, enfin, parle de promouvoir le Sénégal. Bien sûr, en tant qu'investisseur sénégalais, déjà dans différents secteurs d'activité, que ce soit dans la logistique, que ce soit dans les travaux, nous faisons, que ce soit dans l'énergie. Bon, je dois dire, déjà, les premiers investisseurs et ceux qui peuvent peut-être porter un jugement plus objectif, c'est d'abord nous-mêmes, investisseurs nationaux qui vivons dans le pays depuis longtemps et qui le connaissons et qui pouvons aussi mesurer les avancées dans des réformes qui ont été faites dans l'environnement des affaires, dans les capacités de nos entreprises à s'endetter auprès du système bancaire, bon, parfois les difficultés rencontrées, bon, toutes ces différentes choses, mais nous pouvons bien sûr dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements, bon, déjà au niveau des investisseurs
privés nationaux qui sont dans tous les secteurs d'activité. Nous avons même de nouveaux secteurs qui sont le pétrole et le gaz, où on a parlé beaucoup de contenu local. Et pour preuve, les investisseurs sénégalais sont en train de se positionner sur des choses comme les IPP aujourd'hui au Sénégal. Bien sûr, cette volonté de contenu local se retrouve au-delà du oil and gas dans tous les secteurs d'activité. Et le contenu local, signalons-le, on le dit aussi dans le PPP, n'est pas une affaire pour se renfermer en tant qu'investisseur sénégalais, c'est un appel en fait à l'investissement direct étranger de pouvoir s'associer, je veux dire, à des nationaux dans des secteurs. Et pour preuve, moi-même, je suis associé à un groupe international belge qui investe dans la logistique et sur le port, ou dans une relation presque de 50 à 50%, et ça se passe très bien, et les investissements se font. Bon, et il faut dire aussi, en réalité, principalement, nous nous endettons même dans le système bancaire sénégalais. Bon, donc il y a aussi du répondant du prêt des banques quand certaines des entreprises arrivent à certaines tailles. Bien sûr, les PME sont confrontées à d'autres problèmes. Bon, de financement, c'est une des contraintes majeures qu'ils ont. Enfin, je suis en train de dire plusieurs choses en même temps, mais dire simplement et saluer, j'ai entendu le ministre Amadou et Muntagassi, c'est vrai, nous sommes engagés avec l'État dans les réformes. Nous leur disons que cette réforme, bon, avance, l'autre n'avance pas. Je dis souvent à Muntaga, la dématérialisation de nos procédures est une réforme qui reste trop souvent en tant que réforme. Il faut qu'on l'accélère. J'ai écouté tout à l'heure la madame, je pense c'est Giros de Senou. Bon, elle parlait en fait de transition et elle a évoqué une transition démographique. Bon, ce que la transition démographique, d'une façon générale, bon, agit sur tous les investissements à venir. Je parlerai aussi de deux autres transitions auxquelles nous faisons face, la transition numérique, la transition environnementale, et signaler aussi que dans le PAP 2A, il est attendu du secteur privé national et international à peu près 5 000 milliards d'investissements. Donc, le Sénégal est ouvert à cet investissement. Muntaga l'a dit, que le secteur privé doit prendre le relais. Nous sommes, bien sûr, et nous invitons le secteur privé international dans leurs investissements directs étrangers dans le cadre de nos lois PPP, de s'associer déjà à des entreprises sénégalaises et africaines qui connaissent déjà mieux l'environnement et donc qui peuvent aider dans un joint venture, je veux dire, productif et qui crée de la valeur. Donc, nous sommes là disposés. Je ne veux pas parler plus de 3 minutes, Josiane, je suis discipliné. Donc, mais j'ai dit plusieurs choses en même temps. Bon, mais s'il y a des questions autres plus spécifiques, je suis disposé à répondre à ces différentes questions. Mais nous sommes, en tant que secteur privé déjà sénégalais, naturellement dans tous les secteurs d'activité, sans aucune restriction. Et nous invitons le secteur privé international à venir s'associer à nous pour qu'on puisse créer encore plus de valeur et ici et dans les autres pays d'Afrique. Très bien. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président. Je voudrais rebondir sur un point, que vous avez mentionné et qui me permettra donc de faire la transition à M. Yalou d'Ecobank. Vous avez parlé de la difficulté des investisseurs à s'endetter, donc auprès des institutions financières et particulièrement des PME. Alors, on sait tous que pour une bonne reprise économique, il faut quand même donner cette priorité aux petites et moyennes entreprises qui, en général, se plaignent des difficultés qu'elles ont à obtenir des crédits. Donc, Monsieur Yalou, comment Ecobank accompagne-t-elle le développement du secteur privé et la création de la valeur au Sénégal, et en particulier des PME? OK, merci beaucoup, Josiane. Merci une fois de plus à l'ensemble des panélistes pour avoir trouvé du temps pour parler du Sénégal, ce beau pays que nous aimons tous. Je voudrais d'entrée de jeu confirmer qu'effectivement, le Sénégal est une terre d'opportunités. Lorsque nous regardons la position géographique, les éléments naturels et bien évidemment les éléments d'ordre économique, on peut à l'unanimité dire que oui, le pays est véritablement un pays d'opportunités.
Le pays a fait d'énormes progrès ces dernières années. Lorsque vous regardez un peu la trajectoire, avant le Covid, nous avons des réformes macroéconomiques et sectorielles qui ont mis le pays sur une trajectoire qui devrait, à court terme, le porter sur une croissance de 2 chiffres. Le déficit budgétaire était quasiment sous contrôle parce qu'il était venu dans la norme, presque dans la norme des 3%. Mais c'est vrai que le Covid est venu bouleverser un peu tout cela, mais ceci n'empêche de continuer de croire que le pays regorge d'énormes potentialités. Lorsque vous prenez le secteur financier, à l'image de tout ce qui a été dit dans le secteur réel, vous pouvez constater aisément que le pays attire énormément d'investissements. Monsieur Si de l'APIX a indiqué tout à l'heure le volume qui allait à un rythme exponentiel au niveau des investissements privés. Vous pouvez constater également que sur le secteur financier, le pays attire énormément d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons quasiment une trentaine d'acteurs dans le secteur bancaire. Le Sénégal est la deuxième économie de la zone UEMOA, mais c'est le pays où il y a le plus de banques. Nous en avons plus au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Et lorsque vous voyez des acteurs comme les fintechs qui commencent à exploser, l'histoire de cette fintech-là que tout le monde connaît, qui en 3 ans a été valorisée pratiquement à 1,7 milliard de dollars, montre très bien que le pays regorge d'énormes potentialités et que les investissements peuvent trouver ici un terrain d'éclosion. Alors, en ce qui concerne Ecobank plus spécifiquement, ça fait 22 ans que nous opérons au Sénégal. Nous avons connu une croissance très rapide qui nous a positionnés à la 3e place sur le marché. Et bien évidemment, conformément à l'ADN du groupe Ecobank, puisque nous sommes créés à l'origine pour être une banque panafricaine, notre ADN, c'est d'abord le panafricanisme et l'intégration financière africaine. Et donc, nous avons très rapidement pris des responsabilités sur le marché qui nous a amenés à participer à un certain nombre de financements de projets structurants, qui nous a également permis d'accompagner. Aujourd'hui, nous avons réussi à bancariser le monde étudiant. Grâce à Ecobank, aujourd'hui, tous les boursiers des universités publiques du Sénégal sont payés de façon bancarisée. Nous payons 100 000 étudiants aujourd'hui par des moyens digitaux, par des moyens bancaires, grâce à cette solution-là que nous avons pu trouver avec l'État du Sénégal pour les accompagner dans ce sens. Nous avons également assis une certaine notoriété sur le marché de banque digitale parce que nous avons énormément investi pour accompagner aussi bien les acteurs institutionnels que les particuliers dans le sens de la digitalisation. Et la COVID-19 est venue prouver effectivement qu'on ne s'est pas trompé en choisissant le digital comme étant le fer de lance de notre stratégie depuis 5 ans maintenant. Alors, de façon spécifique, nous avons revu, à la lumière de ce qui s'est posé comme défi à nos économies avec la pandémie de la COVID-19, nous avons revu notre stratégie et nous avons reformulé notre engagement qui désormais se traduira en plusieurs axes. Mais les plus importants aujourd'hui se trouvent être le digital. Nous allons continuer de renforcer notre positionnement sur le marché, d'élargir les frontières de la bancarisation, de pouvoir participer activement et pleinement à l'inclusion financière en renforçant nos positionnements, en innovant et en ouvrant nos portes au fintech pour réussir effectivement à aller plus loin. Le deuxième pilier phare de notre stratégie, c'est effectivement le financement de l'économie et plus spécifiquement le financement des PME-PMI. Nous savons qu'à 99%, les entreprises au Sénégal sont des PME-PMI. Il se trouve aujourd'hui un défi majeur auquel ces PME-PMI font face, qui s'appelle le financement. Nous avons pris sur nous donc, les avantages offerts par l'environnement, notamment la réforme de la Banque centrale d'un point de vue réglementaire qui a mis en place un dispositif PME-PMI qui permet aux banques d'aller davantage vers le financement en adressant la question de la sélection adverse des projets, de la connaissance des PME, de leur suivi et de leur formalisation. Et bien évidemment, nous puisons également cette stratégie-là de nos forces internes à travers notre groupe qui a réussi à convenir d'un accord cadre avec l'Union africaine pour le financement et l'accompagnement des PME-PMI
Et plusieurs programmes ont été établis au niveau de Ecobank Sénégal pour accompagner des cibles bien précises, que ce soit les PME-PMI dirigées par les femmes à travers notre programme élevé, que ce soit les PME-PMI qui se retrouvent au sein des fêtières comme l'UNACOA, que ce soit des PME-PMI qui sont investis dans la chaîne de valeur du tout nouveau secteur naissant du oil and gas. On a parlé du contenu local. Nous avons dédié des programmes spécifiques pour réussir à être pertinents dans le financement et l'accompagnement non financier de ces PME-PMI sur le marché. D'accord. Parfait, M. Yalou. Je pense que nos participants et nos auditeurs seront ravis de voir vraiment qu'il y a un focus Ecobank sur les PME, les PMU, le genre. Donc, nous reviendrons dessus et je suis sûre que le président Agne voudra rebondir sur certains de vos points. Donc, alors, monsieur Si, je reviens vers vous. Vous avez entendu de nos panélistes différentes idées et différentes problématiques qui ont été un peu reflétées et mentionnées. On a parlé du besoin de digitalisation. Justement, ça permet un peu plus de transparence aussi dans l'organisation des compagnies et pour les investisseurs qui viennent au Sénégal. Le président Agne a parlé du besoin de dématérialisation des process qui apparemment est enclenché. C'est des dématérialisations enclenchées, mais un peu de temps à être finalisées. On a parlé, donc, comme je disais tout à l'heure, du digital. Aujourd'hui, quel que soit l'investisseur, disons, national ou international qui sera intéressé par le Sénégal, quel secteur porteur diriez-vous, alors leur recommanderiez-vous? Quels seraient les secteurs porteurs que vous recommanderiez à tout investisseur aujourd'hui? Vous n'avez pas votre micro n'est pas encore parfait. Je précise. Monsieur Si, désolé, je vais dire à tout le monde, tous les panélistes n'ont que 2 minutes, parce qu'il faudra après qu'on passe au focus sectoriel. Désolé. Allez. Oui, très bien. Non, mais je disais tout à l'heure que le plan Sénégal émergent, comme vous l'avez indiqué, les secteurs porteurs, le plan Sénégal émergent est porté par 6 moteurs de croissance, donc, qui sont essentiellement l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, tous ces moteurs qui tirent le PSE pour ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et encore une fois, je rappelle qu'avec le PAP 2A, qui a été d'abord accéléré, mais on l'a ajusté en travaillant sur 10 batailles sectorielles. Ce sont ces batailles sectorielles qui définissent des secteurs prioritaires où on peut trouver des projets intéressants, bancables, mais aussi qui portent la priorité qui va tirer donc l'économie du pays et la densification de la petite et la moyenne entreprise. Nous sommes sur les zones économiques spéciales. J'ai indiqué tout à l'heure, il y a 5 secteurs clés. Je rappelle que, en toute chose étant égale par ailleurs, la perspective pétrolière et gazière reste un secteur prioritaire et extrêmement important. L'énergie, de la même manière, mais aussi, pour tirer les leçons de la Covid, nous avons le secteur santé et industrie pharmaceutique pour consacrer la souveraineté alimentaire, sanitaire. Dans ce domaine, on a 1089 milliards de francs CFA pour un package de projets sur lesquels un investisseur peut embarquer facilement. Dans le domaine de la digitalisation, des technologies de l'information et de la communication, je le rappelle que nous avons des projets, il y a 302 milliards de francs CFA en projets prioritaires disponibles pour les investisseurs. L'infrastructure de base qui permet de tirer tout ça est déjà posée. Le président Macky Sall a inauguré récemment le data center. Le Sénégal s'est lancé définitivement dans une perspective avant-gardiste pour poser les jalons donc, de la digitalisation et de l'industrie numérique avec les autres de l'information. Le troisième palier, c'est l'industrie en dehors des zones économiques spéciales pour 787 milliards de francs CFA. Le quatrième, c'est le tourisme. Vous avez vu qu'avec la Covid, il y a eu un changement de paradigme dans la façon de bouger dans le monde, mais aussi la façon de développer le tourisme local. Nous avons 250 milliards de francs CFA de projets embarquant des secteurs touristiques, mais je parle d'une traversée horizontale de la chaîne de valeur. Et l'agriculture et l'agrobusiness.
parce qu'on consacre aussi un effort important dans le domaine de la souveraineté alimentaire pour répondre aux problématiques de la COVID-19. Voilà les 5 secteurs prioritaires, toutes choses étant égales par ailleurs dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la densification de la petite et la moyenne entreprise. Et quand on parle de réformes, on oublie généralement les réformes financières, les réformes bancaires, parce que jusque-là, les incitations fiscales ont été considérées comme les leviers les plus importants pour attirer un investisseur. Pas seulement les incitations fiscales, il y a l'accès au foncier, la qualité de service, mais aussi actuellement, l'accès à l'argent constitue aussi un facteur de compétitivité, un facteur de production comme l'électricité et autres. Nous avons travaillé énormément dans la souplesse et dans l'adaptation du code du travail pour permettre d'avoir plus de souplesse et permettre aux investisseurs d'opérer avec les employés, avec les compétences pour s'ajuster donc à la fragmentation de la commande publique et la commande locale au niveau des livraisons avec les contraintes d'ordonnancement logistique. Voilà ce que je peux dire. Pour la dématérialisation, l'infrastructure est posée, il y a un problème de changement de paradigme, d'accompagner les acteurs afin qu'ils puissent s'approprier. Je pense que, heureusement, l'axe de l'installation, de rester à la maison et procéder à ces activités, viennent l'accompagner pour en faire une réalité afin de répondre aux préoccupations du président Aïe. Merci beaucoup pour ça, monsieur. Je vais vous mettre en mute. Merci beaucoup pour cette intervention, monsieur Si. Je pense que nous pourrions continuer ce débat pendant des heures. Et je note donc qu'il y a un portefeuille à peu près 1089 milliards de francs CFA de projets donc, disponibles pour des investisseurs aussi bien nationaux qu'internationaux au Sénégal. Donc ça, c'est un chiffre assez significatif. C'est 2686 milliards. Les 1089, c'est dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmautique. Au total, c'est 2656 milliards pour 80 projets déjà ficelés. D'accord. Donc, on note, donc pour nos participants, c'est 2656 milliards pour 80 projets disponibles. Donc, il serait intéressant pour eux de se rapprocher de l'APIX pour tout intérêt. Je vous remercie pour ça, pour cette intervention, monsieur Si. Et du coup, Madame Géros, je me retourne vers vous. Nous venons d'entendre justement ce montant significatif de projets de disponibles. Vous avez parlé de l'expérience du groupe Suez en Afrique et au Sénégal en particulier. Quel conseil donneriez-vous à un investisseur, j'irais plutôt un investisseur étranger? Le président Agne a mentionné le besoin et la nécessité de s'associer à des investisseurs nationaux. Vous, quel conseil donneriez-vous au-delà de cette association à tout investisseur étranger qui considérerait investir au Sénégal? Et je vous rappelle que vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Tout à fait. Donc, Suez au Sénégal et en particulier Seno, on investit avec une vision long terme. Donc, on a une présence dans les pays, comme je dis, depuis plus de 40 ans, mais aussi on investit avec un transfert engagé de savoir-faire et un investissement sur les équipes qui sont sur place pour amener cette win-win de local avec le global et la technologie internationale. Donc, je crois que ceci représente un grand axe de succès, c'est l'ancrage dans l'écosystème local en apportant du savoir-faire et de la technologie internationale, mais avec une vision pérenne d'investissement et pas juste un investissement pour terme. Si je peux illustrer un peu ces propos de façon très, très concrète. Au-delà, en 2019, quand on a mobilisé toutes ces PPP, au-delà de la qualité de service qu'on devait assurer, on a travaillé 3 axes qu'on est en train de mettre en place maintenant. Donc, tout d'abord, la création d'emplois et de la formation. Donc, de façon très concrète, on est en train de former et on a ouvert une école de plombiers parce que c'est par alternance que ces jeunes se forment et travaillent dans ces noms. On a aussi ouvert et on est en train de créer toute l'infrastructure pour localiser la chaire ParisTech de l'eau pour tous à Dakar. Comme ça, on va former des managers.
Donc, on a les métiers de base, on a les managers, et ça, c'est des acquis que nous, on investit parce qu'on croit à notre pérennité au niveau régional. Une deuxième chose qu'on a fait en plus de la formation et la création d'emplois, c'est la chaîne d'approvisionnement de proximité. Et là, le président du patronat a mentionné la collaboration avec des investisseurs en local. On a vu comme c'est important dans des moments de crise comme les Covid d'avoir des partenaires en local et avoir des chaînes courtes et localisées d'approvisionnement. Et la troisième chose qu'on est en train d'implémenter, c'est des solutions innovantes, bien adaptées au Sénégal et à nos opérations au Sénégal. Donc, dans la transformation digitale, on est en train de créer tout un centre visio dans les centres de Anne, donc à Dakar, pour télécontrôler et superviser les pilotages des infrastructures de l'eau. Dans la transformation plus énergétique, écologique, on est en train d'implémenter un projet d'énergie solaire pour alimenter nos stations d'eau et les sous-presseurs de mairie. Et puis, un troisième élément, c'est les partenariats et la collaboration avec les universités sénégalaises pour soutenir la modernisation un peu des services et la modernisation des outils de base qu'on est en train de créer aussi. Donc, si je peux donner un conseil, c'est s'inscrire dans un long terme et s'inscrire dans une vraie sénégalisation ensemble avec la technologie qu'on peut importer au niveau international. Merci beaucoup. Donc, je pense que si je peux aussi résumer ce que vous venez de dire, c'est évidemment avoir une vision plutôt à long terme quand on veut investir au Sénégal et aussi penser au transfert de compétences. Vous avez parlé de la création d'emplois. En effet, vous parlez de l'école de plombier que vous avez montée et ça permet justement de ce transfert de compétences de manière à ce qu'il puisse avoir une relève. Merci pour cette intervention. Président Agne, je reviens vers vous. Oui, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Okay. Parfaitement. Alors, Monsieur Sy a fait tout à l'heure allusion aux incitations fiscales qui étaient très souvent justement considérées par des investisseurs potentiels comme éléments clés quand ils considéraient des investissements. Le ministre a fait référence aussi tout à l'heure au cadre juridique. Si vous pourriez nous dire en quelques minutes, en 2 minutes, qu'est-ce qui est vraiment important pour vos membres aujourd'hui? Est-ce plutôt l'aspect réforme cadre juridique ou, alors je pense qu'il y a les deux. Je suppose que c'est aussi bien l'aspect juridique et des réformes que l'aspect financement. Quel équilibre, comment vos membres arrivent à vraiment jongler ces deux-là et comment est-ce que vous comptez vous-même dynamiser le secteur privé sur la base de ce qui a déjà été fait aujourd'hui et ce qui reste à faire en termes de réformes? Bon, je pense que les réformes sont permanentes. Et on doit quand même souligner et être objectif vis-à-vis du Sénégal qu'en relation nous-mêmes avec l'administration, l'APIX, nous sommes engagés dans toutes les discussions pour faire avancer les réformes. Et je dois dire qu'en effet, dans le temps, le Sénégal a beaucoup bougé. Muntaga faisait référence au doing business, mais au-delà de ça, dans le vécu permanent de faire les affaires, bon, nous sentons que l'administration devient plus réceptive, bon, et les discussions entre public et privé se passent dans de bonnes conditions. Maintenant, le financement ou la fiscalité, ou qu'est-ce qui est important pour un investisseur? Bon, d'abord, c'est déjà accéder à un marché, je veux dire avoir une activité qui permet je veux dire, je peux payer de la fiscalité. Vous êtes là, Monsieur Agne? Vous m'entendez tous toujours? Je pense qu'on a perdu. Oui, je vous entends. Vous entendez, monsieur? Ah, il est revenu. Président, vous avez perdu. Saïd en a parlé tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si, Saïd, avoir 30 banques au Sénégal, est-ce que vous, banquiers, je suis sûr que vous vouliez qu'il y en ait peut-être un peu moins, mais bon, il faut toujours que ce soit bon, un tout petit peu plus. Peut-être que vous êtes soumis à des réglementations, bon, mais dans tous les cas,
bon, il reste un point, je veux dire, accès au financement devient toujours, bon, une des préoccupations majeures enfin, tout au moins des PME. Mais nous sommes là aujourd'hui pour essayer d'attirer d'investisseurs au Sénégal. C'est pour ça que je me réjouis d'entendre ce que Mme Giros a indiqué, et je l'avais dit dans mes propos introductifs. Bon, et ce que Muntaga dit, je disais qu'on est soumis à certains. Alors, je pense qu'on a un petit souci, on a dû perdre le président Agne. Donc, en attendant qu'il se reconnecte, je vais donc passer à vous, Monsieur Yalou. Vous avez entendu le président parler de votre intervention sur le fait qu'il y ait un nombre assez conséquent de banques. Mais moi, je vous demanderai plutôt, vous qui êtes en contact avec des privés qui viennent solliciter des financements de votre part, de votre point de vue, du point de vue de l'institution bancaire que vous êtes, quels sont les défis que rencontrent donc les clients du secteur privé qui veulent investir au Sénégal? Vous avez 2 minutes aussi pour ça. Merci beaucoup, Josiane. Je voudrais rassurer le président Agne que nous valorisons véritablement cette compétition et cette attractivité du marché par rapport aux nouvelles banques qui viennent s'installer. Pour nous, c'est une source d'émulation et une incitation à l'excellence dans le service rendu aux clients. Fondamentalement, 30 banques, c'est vrai qu'au Sénégal, nous avons beaucoup de banques, beaucoup plus de... Je m'étais déconnecté sans le savoir. On s'en est rendu compte, Président, il n'y a pas de souci. Donc, je laisse juste intervenir M. Yalou et on reviendra vers vous pour une petite minute. OK. D'accord, merci beaucoup, Josiane. Donc, Président, je vous rassurais par rapport au fait qu'il y ait 30 banques. Nous valorisons véritablement qu'il y ait beaucoup d'acteurs. C'est une source d'émulation pour les banques. Ça incite à la concurrence et bien évidemment à l'excellence dans le service. Et c'est quelque chose que nous prenons vraiment à bras ouverts au niveau de Ecobank. Alors, pour en venir aux défis que rencontrent les acteurs du privé dans le pays, je me dois, avant d'en arriver aux difficultés, je me dois de parler aussi de ce qui se présente comme opportunité, comme point positif au niveau des acteurs. Tout à l'heure, j'ai parlé du digital, de cette PME qui est venue au Sénégal et qui, en 3 ans, a été valorisée à plus de 1,7 milliard. C'est fondamentalement parce que au Sénégal, nous avons une infrastructure du numérique qui est assez robuste et de bonne qualité. Sans infrastructure de numérique solide et de bonne qualité, on ne saurait parler de digital. Très clairement, Monsieur Sy a parlé de la mise en place du data center public, qui est l'une des plus grandes initiatives, donc en tout cas de ce côté-ci de l'Afrique, par les pouvoirs publics. Je précise bien, donc en investissement public, nous avons eu là vraiment un signe majeur de ce que effectivement l'État du Sénégal a à cœur de pouvoir développer ce secteur-là. Donc, le digital, oui, mais le digital est possible aujourd'hui et nous, Ecobank, nous estimons que nous pouvons véritablement nous éclore, nous pouvons faire étalage de toute notre stratégie, de toutes nos ambitions en matière de digital parce que cette infrastructure existe et elle continue d'être renforcée. Le deuxième aspect, c'est l'énergie. Je voudrais aussi saluer tout le travail qui a été fait ces dernières années pour réussir à stabiliser la qualité de l'énergie et la quantité de l'énergie qui est fournie aux industriels. Nous avons beaucoup de clients, beaucoup d'acteurs qui louent effectivement la qualité de l'énergie qui est fournie pour effectivement répondre à leurs besoins industriels. Ceci étant, on ne saurait occulter les difficultés qui continuent de subsister. Premièrement, je voudrais relever ici un point lié à la lourdeur au niveau du système judiciaire. C'est vrai qu'il y a eu des progrès avec le démarrage du tribunal du commerce, mais nous continuons toujours de souffrir d'une certaine lenteur au niveau des tribunaux et aussi certaines réformes doivent être faites pour continuer à protéger les investissements. Deuxième sujet majeur, c'est au niveau de l'administration. Aujourd'hui, nous avons effectivement des réformes qui ont permis véritablement d'accélérer un certain nombre de processus.
Mais il est important que la dématérialisation soit effective pour véritablement gagner en termes d'efficience, en termes d'efficacité dans les procédures administratives. C'est deux points qui nous reviennent généralement de nos clients, surtout de certains investisseurs nouveaux qui viennent s'implanter dans le pays. Donc, on gagnerait véritablement à aller davantage en accélérer sur ces deux aspects-là pour effectivement assurer le plein potentiel en matière d'environnement des affaires. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, M. Yalou. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, on va passer à la présentation justement du focus sectoriel. Et M. Hein, je vous redonnerai la parole après, parce que je pense que c'est justement un peu en lien avec les secteurs porteurs dont M. Si a parlé tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Je vais laisser la parole à M. Pierre Maspoli. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Oui? C'est bon? Oui, on entend parfaitement. Oui. Super, donc je vais commencer. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les intervenants de cette table ronde. Les échanges ont été très riches et beaucoup de choses ont déjà été dites, notamment sur les points que je souhaitais aborder, mais finalement c'est toujours intéressant en fin de séquence de pouvoir rebalayer un petit peu les différents sujets. Donc je vous demande de m'excuser par avance s'il y a des redondances avec ce qui a déjà été dit. Je travaille donc pour Proparco, qui est la filiale de l'AFD en charge de l'appui au secteur privé, notamment pour le Sénégal. Pour clôturer cette séquence Invest in Africa, il m'a été demandé de zoomer sur deux secteurs, la santé et l'agribusiness, et d'en parler pendant 10 minutes. L'objectif étant, vous l'avez compris, d'identifier les grands enjeux, les appréhender et mettre le doigt sur les opportunités pour les investisseurs et les industriels que vous êtes. Je vais articuler mon intervention en 3 parties. Dans un premier temps, je vais parler de généralité, l'objectif étant de mieux comprendre la stratégie de l'État, les freins à l'investissement, les atouts qui rendent le Sénégal attractif. Puis, dans un second temps, nous pourrons nous concentrer d'abord sur la santé, puis sur l'agribusiness. On peut passer au slide suivant, le contexte. Nous l'avons vu lors de la table ronde, le secteur de la santé et de l'agribusiness sont deux secteurs prioritaires pour l'État du Sénégal. Ils sont clairement mentionnés dans le PAP et dans le PAP 2A. C'est les axes 1 et 2. Je ne vais pas revenir dessus, mais ce qui est très important de souligner, c'est l'approche de planification de l'État du Sénégal au travers du PSE, qui a été lancé en 2012, lui-même décliné en plan d'action prioritaire, puis au niveau sectoriel au sein des ministères techniques. Les grands principes, je les rappelle, sont une forte implication de l'État qui souhaite attirer le secteur privé, et c'est particulièrement le cas dans le cadre du plan d'action prioritaire numéro 2. L'État, lui, a aussi joué sa partition de musique, notamment en s'impliquant fortement sur la construction et le financement d'infrastructures de base, sur la fiscalité, sur les aspects réglementaires, sur la gouvernance de certains secteurs. On peut noter à ce titre la loi PPP qui est sur le point d'être ratifiée et dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, ou sur les objectifs qui sont fixés en termes d'IDE à plus de 5 milliards. On peut passer maintenant aux atouts du Sénégal. Alors, les atouts du Sénégal qui sont importants d'être mis en avant et que les investisseurs potentiels doivent bien garder à l'esprit, c'est avant tout une stabilité politique et sécuritaire. C'est également des infrastructures solides. Nous avons parlé tout à l'heure de l'électricité. Nous pouvons également parler des routes, des ports et des aéroports, qui sont des sujets très importants lorsque l'on souhaite s'implanter dans un pays pour servir le marché local, mais également pour exporter. Sur le marché local, c'est un marché qui est en croissance.
Cela est dû à l'augmentation de la population, 25 millions en 2025, et du fait du développement économique. La croissance est solide. Outre la parenthèse Covid, on a un taux de croissance qui tourne autour de 6-7% lors de la dernière décennie et pour les années à venir. Et enfin, le Sénégal permet d'accéder à un marché sous-régional important, le marché de l'UMOA, mais également un marché plus vaste dans le cadre de la mise en place de la ZECLA. Et l'État stimule aussi l'attractivité pour le privé qui viennent s'installer au Sénégal, puisque les incitations fiscales sont très fortes lorsque les entreprises exportent. Pour autant, demeurent encore quelques obstacles. Slide suivant. Le premier obstacle, c'est le foncier. Nous en avons parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un chantier qui est pris à bras-le-corps, mais pour autant, ça reste encore un petit peu compliqué parfois pour certains investisseurs d'avancer vite sur l'acquisition du foncier. Les démarches sont complexes. L'obtention d'un titre de propriété en bonne et due forme peut être long. Il n'y a pas encore de cadastre. Et je l'ai moi-même vécu sur des projets récents qui ont pu être quelque peu retardés du fait de cette difficulté du foncier. Nous l'avons vu, la situation pour autant s'améliore. Le deuxième obstacle, c'est l'énergie. Si effectivement l'accès et la qualité du service a fortement augmenté, son prix demeure élevé au regard d'autres pays de la sous-région. On a l'habitude de comparer un petit peu la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont les deux locomotives de la sous-région. L'énergie est moins chère en Côte d'Ivoire. Elle est également plus chère au Sénégal qu'au Maroc, par exemple. L'autoproduction n'est peut-être pas encore assez incitée. Sur ce dernier point, la situation devrait également s'améliorer puisque les réformes du secteur de l'énergie sont en cours et je pense que d'ici quelques mois, les entreprises, que ce soit tous les industriels, mais également ceux qui s'activent dans l'agro-industrie ou dans la santé, pourront investir dans l'autoproduction d'énergie et cet investissement sera rendu plus compétitif par une forme de dérégulation du marché. Le troisième obstacle, c'est la fiscalité qui est relativement lourde, notamment l'impôt sur les sociétés. C'est le sujet du rapatriement des dividendes à l'extérieur du Sénégal et c'est une certaine forme de lourdeur administrative. Pour autant, sur ce point également, on peut noter des améliorations et l'existence de niches fiscales. Le dernier obstacle, de mon point de vue, c'est l'accès au financement. Nous en avons parlé également lors de la table ronde. Il concerne principalement les TPE et les PME locales qui, si elles peuvent lever des fonds, se retrouvent parfois en difficulté à apporter les sûretés demandées par les banques locales. Mais il existe également d'autres dispositifs de financement publics, privés, ainsi que les bailleurs de fonds. Ce qu'il est important de souligner, c'est que pour se donner les moyens d'obtenir un financement, il faut vraiment constituer un dossier solide. Et j'insiste sur la qualité du business plan qui est incontournable. Sur ce sujet-là, nous avons donc également de bonnes perspectives d'amélioration. Monsieur le directeur général d'Ecobank en a parlé tout à l'heure et a réaffirmé sa volonté d'accompagner toutes les entreprises, y compris les TPE et les PME locales. Et c'est effectivement une tendance que je remarque au Sénégal. Pour passer maintenant au secteur de la santé. Nous l'avons vu, c'est un secteur prioritaire pour l'État. Monsieur Sy de l'APIX a parlé des 1000 milliards de projets sur ce secteur-là. Je voudrais juste rappeler que l'État travaille sur le secteur de la santé sur plusieurs axes. Dans un premier temps, la CMU et l'accès aux soins.
Sur l'aspect CMU, d'ailleurs, l'AFD accompagne l'État du Sénégal, l'ambition étant d'améliorer la qualité des soins et de permettre au plus grand nombre de se faire soigner au Sénégal et également en région. Aujourd'hui, on a une concentration des services hospitaliers plutôt dans la région de Dakar, les régions étant un petit peu moins bien dotées. La production locale de médicaments est également fondamentale. McKinsey a fait une étude commanditée par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, 95% des médicaments sont importés et il y a une volonté forte de renforcer la production nationale. Le dernier élément, nous en avons également parlé tout à l'heure, c'est la production de vaccins, notamment de vaccins lutte Covid, avec projet porté par l'État du Sénégal et l'Institut Pasteur de Dakar, accompagné par les bailleurs de fonds. Alors, si on regarde maintenant les opportunités du secteur de la santé... Pierre, je vais peut-être devoir, on peut essayer de wrap up, je vais devoir malheureusement couper parce qu'il va falloir que je passe la parole à M. Agne pour finaliser. Donc, je te laisse 1 minute pour terminer. D'accord, je vais accélérer du coup. Donc, sur le secteur de la santé, les opportunités se trouvent sur la réhabilitation d'infrastructures publiques. On a vu l'hôpital de Touba qui a été réhabilité. Il y a d'autres projets de réhabilitation d'infrastructures publiques. Il y a des opportunités également sur la réalisation d'infrastructures privées, que ce soit des extensions, des greenfields, et également sur l'exploitation de toutes ces infrastructures publiques ou privées. On a des partenariats industriels sur la production de médicaments, notamment génériques. Moi, j'ai été récemment approché par 2 entreprises étrangères qui souhaitent s'implanter au Sénégal avec des partenaires locaux. Et après, on a des opportunités également sur tout ce qui est numérique, lié aux dossiers médicaux électroniques, lié à l'interconnexion des établissements de santé et aux structures de soins mobiles. Sur le secteur de l'agribusiness, du coup, on va passer directement aux opportunités. Donc, les opportunités, c'est des cultures à haut rendement. On peut s'inspirer du succès de la compagnie sucrière Saint-Louis qui présente une très bonne rentabilité sur le sucre, meilleure que la productivité dans des pays comme le Brésil. On peut parler également des grands domaines du Sénégal de la compagnie fruitière qui produit de la banane sous serre dans le nord du pays, ce qui est innovant. Donc, il y a du potentiel au niveau des cultures. Il y a également des besoins énormes en termes d'équipement, en machines-outils et sur tout ce qui est entrepôt, stockage et transport. Si je prends la filière de l'oignon comme exemple, cette année, la production a été très bonne, mais trop d'oignons ont dû être jetés. Et l'entrepôt et le stockage permettraient d'améliorer sensiblement la situation. Il y a des besoins très forts. Ces besoins peuvent se retrouver concentrés au niveau des agropoles. Nous avons parlé des agropoles tout à l'heure, je ne reviendrai pas dessus, qui sont au nombre de 3 dans le pays. Et enfin, dernière opportunité. Je vais demander de conclure. Merci. Dernières opportunités, la transformation, puisque les produits sont peu transformés localement. Il y a des opportunités énormes puisqu'on peut vraiment créer de la valeur ajoutée au Sénégal et exporter ces produits. Je rappelle que lorsqu'on exporte une partie significative de son chiffre d'affaires, dans ces cas-là, on bénéficie d'un dispositif fiscal avantageux. Pour conclure, en 30 secondes, je ne peux que vous inviter à venir au Sénégal pour comprendre ce marché qui est en plein boom, mais qui reste compliqué à appréhender. Les personnes à rencontrer au Sénégal sont bien entendu les ministères techniques. On l'a vu tout à l'heure, une implication forte de l'État dans l'attraction du secteur privé, notamment sur les 2 secteurs que l'on vient de mentionner. Je vous invite également à rencontrer les dispositifs publics d'appui aux investisseurs, le Fonds 6, l'APIX notamment, qui sont incontournables. Je vous invite à rencontrer des partenaires locaux, tels que le CNP, qui comprennent très bien le marché local, ainsi que les financeurs, les banques locales, comme Ecobank ou les DFI. Le dernier mot, pourquoi ne pas vivre la teranga aussi sur le volet professionnel? Tout à fait.
Merci Pierre. On aimerait tous vivre, on recommande à tout le monde de vivre la teranga sous l'angle professionnel. Merci beaucoup et désolé de devoir un peu interrompre ta présentation. Nous arrivons vraiment à la conclusion de ce panel. Monsieur Hein, vous avez été déconnecté tout à l'heure, donc je vais vous laisser l'honneur de conclure en 1 minute malheureusement, parce il ne reste que 2 minutes, donc en 1 minute. On a écouté différents sujets, il y a eu des recommandations. Je vous donne le mot de la fin avant de conclure. Je vous remercie, Josiane. Je pense que nous avions fait un super panel qui rappelle beaucoup ce qu'au Sénégal, nous faisions tout le temps avec l'APIX et le chef de l'État, c'est-à-dire les conseils présidentiels de l'investissement, où en réalité, des acteurs locaux, des investisseurs étrangers travaillant déjà au Sénégal, et parfois même on avait des investisseurs étrangers potentiels, je veux dire qui ne sont pas, mais nous leur avons adressé la parole aujourd'hui. Je pense qu'on peut retenir de différents panélistes que le pays est en transformation, que les réformes se font. Les discussions entre privé et public se passent. L'investissement public se réalise. Une demande pour un investissement privé évalué à peu près 2800 milliards est là, avec des projets structurants. Bien sûr, moi, du secteur privé, je dis tous les secteurs sont importants. L'État en a identifié 4-5 secteurs prioritaires, mais ce qui définit nos États, c'est que tout devient prioritaire. Face maintenant à cette pandémie de Covid, certains secteurs avaient souffert, notamment le tourisme, mais ça a suscité tout au moins un dialogue et une discussion au niveau national sur une nécessité d'investir plus et de créer de la valeur ajoutée plus dans le pays. Bien sûr, différentes choses se sont faites, notamment même le télétravail, ainsi de suite. Des réformes au niveau du Code du travail, la productivité qu'il faut améliorer, mais je note encore une fois une dynamique positive dans le pays qui vraiment est ouvert à l'investissement direct étranger. Les investissements sont sécurisés. Je ne connais pas d'histoire tellement de problèmes d'investisseurs privés ou qui a été tel ou tel. Enfin, donc venez au Sénégal et nous sommes là en plus pour faire les partenariats nécessaires entre le privé national et le privé international. Donc, Josiane, merci. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Je profite donc de cette occasion pour remercier. Et merci à Pierre aussi. Merci pour votre disponibilité. Jeff, comme on dit ici. Et je vous donne rendez-vous au Sénégal pour donc profiter de la teranga avec nous. Merci encore à vous tous. Back to you, Georgia. Merci.